Et bonjour à tous. Je suis Florence Beneventi, la chef de projet en charge de la mise en place de ce webinaire dédié aux enjeux du management hybride. Nous sommes très heureux pour ce nouveau rendez-vous autour de cette thématique, de vous proposer donc une réflexion autour des enjeux de l'hybride, en vous présentant au sein de ce webinaire d'une durée de 45 minutes une déclinaison autour des 6 compétences qu'on a pu identifier, à savoir le pilotage d'une équipe en mode hybride, la collaboration et l'intelligence collective, comment on va repenser ces pratiques de réunion, la prévention des RPS spécifiques à ces enjeux, et puis enfin un module qui nous paraissait important, comment gérer son temps et ses priorités de manager en mode hybride. Ce webinaire sera animé donc par Florentin Seu, un intervenant du cabinet Greenworking que vous connaissez bien. On a 45 minutes ensemble. Elle se décompose de la manière suivante. 30 minutes où Florentin va vous donner un petit peu les concepts, les enjeux, les bonnes pratiques, des idées, des concepts. Et on garde ensuite ensemble un temps de 15 minutes autour de questions et de réponses. Sans plus tarder, je laisse tout de suite la parole à Florentin et je vous remercie par avance de votre attention et de toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence. Merci. Ravi d'être avec vous cet après-midi pour ces 45 minutes autour de ce passionnant sujet du management hybride. Ravi de pouvoir aussi vous partager quelques-uns des retours d'expérience, vous présenter ce parcours de formation de l'EN3S. On va être ensemble du coup pendant 45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, à interagir sur le chat. On aura, comme le disait Florence, un temps d'échange à la fin. Les 9 clés du management hybride et des retours d'expérience sur ce mode de management finalement. Et j'aimerais débuter cette intervention par vous partager quelques-uns des objectifs de nos 45 minutes ensemble. Le premier objectif, de déconstruire certaines des idées reçues autour du management hybride, des idées qu'on entend peut-être à droite, à gauche, dans les médias, dans la bouche des collectifs, des agents. Donc déconstruire certaines des idées reçues autour du management hybride. Deuxième point, vous partagez 9 points clés. Alors ce ne sont pas des points exhaustifs, il n'y a pas de recette unique du management hybride, mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager de notre avis, de notre expérience, 9 points clés du management hybride et 9 points, bien évidemment, qui seront approfondis ensuite dans le parcours de formation qui vous est proposé par le N3S. Donc là, en 45 minutes, on va essayer de balayer ensemble ce qui fera l'objet de ces 3 jours de formation proposés par le N3S. Et enfin, évidemment, vous présenter en détail ce programme de formation autour du management hybride. Je vais articuler mon intervention en 4 temps. Le premier, pour essayer de catégoriser un peu ces 9 points du management hybride. Le premier, 3 clés essentielles autour de l'organisation, autour de la culture dans une organisation hybride. Deuxième brique de clés, deuxième étape, les 3 clés dans l'accompagnement des collectifs, dans l'accompagnement des équipes. Troisième point, au niveau individuel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de manager en hybride pour mes agents, mes agentes, mais aussi pour moi en tant que manager. Et enfin, vous présenter le programme de formation de l'EN3S. En introduction, j'aimerais vous partager un mot pour peut-être en avant-propos presque, pour vous dire que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça ne constitue pas la recette unique, la formule magique du management hybride, parce qu'elle n'existe pas, et je pense que les consultants, les formateurs, formatrices qui vous diraient je sais exactement ce qu'il faut faire en termes de management hybride, à mon avis, c'est des charlatans. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, ce sont des pistes de réflexion, ce sont des axes de travail, des propositions finalement, et ensuite, c'est au manager de s'en saisir ou pas, de se dire, bah tiens, telle idée, ça m'intéresse, j'ai envie de la creuser, telle autre idée, je le fais déjà, bah, peut-être que je peux aller plus loin. C'est ça, en fait, la posture intéressante à avoir, c'est de se dire, c'est pas une liste de choses à faire de manière exhaustive, mais c'est plutôt, à la fin de ce webinaire, posez-vous la question, bah, quels sont les 3 points clés que je retiens et que je pourrais expérimenter au sein de mon collectif de travail. C'est ça la posture qui peut être intéressante. Voilà le petit mot d'introduction que je voulais vous partager. Je vous ai parlé de déconstruire certaines des idées reçues autour du management hybride, donc ce management où on a une part importante de l'équipe qui a une dose de télétravail importante, et évidemment, on a aussi des non-télétravailleurs. La première des idées reçues que j'aimerais déconstruire rapidement, c'est de se dire que l'hybride, c'est facile, finalement, avec tout ce qu'on a connu
pendant la période de crise sanitaire, c'est bon, on est rodé sur l'organisation, sur la gestion, sur le management hybride. Attention à ce piège de la surconfiance qui nous ferait dire que c'est facile. Attention, pourquoi? Parce que pendant la crise sanitaire, on était dans cette adrénaline de crise. On était dans ce moment où on acceptait tous d'en faire un petit peu plus pour assurer la continuité de l'activité des différents organismes. Et donc, attention à ce piège de la surconfiance. Attention aussi au piège de la surconfiance parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans les collectifs de travail, ce n'est pas forcément ce qu'on va voir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. L'hybride, le télétravail, a des effets sur les collectifs de travail sur un temps long. Donc, attention à ce piège de la surconfiance. Deuxième idée reçue, se dire que tout fonctionne à distance. Oui, bien évidemment, beaucoup de choses fonctionnent très bien à distance. On a découvert ou on a confirmé pendant ces dernières années le fait qu'à distance, on peut faire beaucoup de choses. Pour autant, on s'est rendu compte aussi qu'il y a certaines choses qui sont moins efficaces quand on les fait à distance. Certaines activités, nouer certaines relations, lancer certains projets. Et donc, attention à ce piège du capital relationnel. Se dire que finalement, pour construire une relation, pour nouer des échanges, pour instaurer de la confiance, on a besoin aussi de temps en présentiel. Tout ne se fait pas de manière aussi efficace en distanciel qu'en présentiel. Troisième idée reçue que je voulais aborder, à distance, le collectif n'existe pas. Se dire que, et je l'entends très honnêtement, je l'entends souvent, des personnes qui me disent, à distance, on fonctionne, en présentiel, on vit. Non, c'est pas aussi binaire que ça. Il ne faut pas se dire que à distance, on ne peut pas avoir de temps conviviaux, on ne peut pas avoir d'échanges informels. Oui, c'est plus facile, plus efficace quand on est en présentiel. Mais pour autant, ne tombons pas dans ce biais romantique de la présence, de se dire en présentiel tout est magnifique et en distanciel le collectif n'est plus là. C'est plus équilibré que ça, c'est plus nuancé que ça. Donc voilà 3 idées reçues que là j'esquisse rapidement mais qui seront approfondies dans le programme de formation. Dernier point de cette introduction, et j'en ai déjà un peu parlé, la posture que je vous invite à avoir pendant ces 45 minutes. Appréciez ce que vous faites déjà. Dans les 9 points que je vais partager, vous allez le voir, il y a certains points que vous connaissez, que vous appliquez déjà. Appréciez-les. Amplifiez ce qui peut l'être. Posez-vous la question, tiens, sur tel point, je fais déjà des choses, mais est-ce que je peux pas aller un cran plus loin avec mon collectif, avec mon équipe? Et ajoutez, posez-vous la question, là, dans les 45 minutes d'échange qu'on va avoir, posez-vous la question de quelles sont les idées que je n'avais pas eues jusqu'à maintenant et que j'aimerais expérimenter. C'est ça, à mon avis, la posture pour tirer le meilleur bénéfice de ce webinaire et du parcours de formation de l'EN3S. Premier point, les 3 clés culturelles. La première des 3 clés culturelles, c'est de prendre conscience des enjeux du management hybride. Prendre conscience des enjeux du management hybride pour avoir bien en tête ces opportunités, ces points de vigilance aussi. Ces points de vigilance, et il y a eu des études qui ont été faites dans un certain nombre d'organisations, d'entreprises, et qui ont ressorti les points clés, les principaux points qui jouent dans la maîtrise du travail hybride. Le premier de ces points clés, c'est finalement comment est-ce qu'on organise le travail individuel, comment est-ce qu'on organise le travail collaboratif, travailler chez soi, arriver à collaborer en étant à plusieurs endroits différents, c'est le premier point de vigilance. Deuxième point de vigilance, la pratique des réunions. Dans beaucoup d'organismes, on a des retours de personnes qui nous disent avec l'hybride, on a vu augmenter le nombre de réunions. Il y a quelque chose à faire sur comment se passent les réunions, comment est-ce qu'elles sont animées, est-ce qu'on a toujours besoin de réunions, est-ce qu'on duplique ce qu'on fait en présentiel en distanciel ou alors est-ce qu'on adapte? Deuxième point, la pratique de réunions. Troisième point, la socialisation. Se poser la question de est-ce que quand on est en télétravail, on a 0 contact et pas d'échange de socialisation? Est-ce que la socialisation, ça peut se faire via la messagerie instantanée, via les réseaux? Se poser la question de comment se fait la socialisation, comment se fait l'intégration aussi des nouveaux agents, des nouvelles agentes dans un contexte de travail hybride. Quatrième enjeu, le pilotage de la performance. Comment est-ce qu'on pilote la performance en hybride? Quels indicateurs on suit? Quid de la place du présentéisme et de la culture très française et très latine, même j'irai jusque-là, du présentéisme? Est-ce qu'on demande aux agents une obligation de moyens
ou une obligation de résultat? Ça peut être des questions qui peut être intéressant d'aller titiller un peu à l'occasion du passage en hybride, parce que on est moins derrière chaque agent à contrôler. Il y a des indicateurs, il y a le nombre de dossiers traités pour une CAF et pour une unité de gestion, mais il y a cette question du pilotage de la performance. Et enfin, dernier enjeu clé, le partage des connaissances, le partage des informations. Est-ce qu'on a plutôt une culture de l'oral, une culture de l'écrit? Ce que nous disent les organisations hybrides les plus matures, c'est que pour être plus efficace en hybride, il faut sans doute documenter davantage, il faut sans doute expliciter davantage. Et donc, ça doit nous interroger. Ce passage en hybride, cette organisation hybride, ça doit nous interroger sur comment est-ce qu'on se forme les uns les autres, comment est-ce qu'on partage les informations, comment est-ce qu'on partage les compétences. Deuxième point clé sur prendre conscience des enjeux, des opportunités de l'hybride, c'est prendre conscience aussi des attentes qui sont exacerbées par la distance. La première de ces attentes, c'est un besoin de confiance, un besoin d'autonomie. C'est le point clé à comprendre sur l'hybride. Cette relation entre confiance et autonomie, c'est la condition sine qua non, finalement, d'une organisation, d'un management hybride réussi. Le manager accorde la confiance et en contrepartie, l'agente fait preuve d'autonomie. Premier point. Deuxième point qui est exacerbé, un besoin d'équité, un besoin finalement de justice organisationnelle. Parce qu'on se voit moins, on peut prêter aux autres des comportements problématiques, des comportements déviants, parce qu'on ne les voit pas. Et donc on peut imaginer qu'ils n'agissent pas de la bonne manière. Donc un besoin d'équité, un besoin de justice organisationnelle, c'est un des principaux points de tension qu'on peut voir dans ce sentiment d'inéquité, c'est un des principaux points de tension qu'on peut voir. Troisième point, un besoin de reconnaissance. La crainte en hybride de travailler dans le désert. Je travaille beaucoup, je suis très efficace, je remplis mes objectifs, mais comme je suis à distance, mon manager ne le voit pas. Ça, c'est des retours qu'on a. Un besoin de retour, un besoin de feedback, si j'utilise le mot anglais, de savoir quand c'est bien, quand c'est moins bien, de savoir ce que je peux améliorer, et un besoin de sens, un besoin de priorité claire pour finalement se dire j'ai des objectifs, j'ai un objectif en termes de nombre de dossiers traités. Pourquoi? Comment? Quelles sont les ressources à ma disposition? Combien de temps? Donc d'être davantage explicite que ce qu'on a été jusqu'à maintenant. Première clé du management hybride, prendre conscience de ces enjeux. Deuxième clé, et qui est un corollaire finalement de ce que je vous ai dit sur le besoin de confiance et d'autonomie, favoriser une culture de l'auto-management et du participatif. Alors c'est quoi l'auto-management? C'est finalement, alors c'est les concepts qui ne sont pas nouveaux. L'auto-management, le fait d'être son propre manager, ce n'est pas nouveau, mais c'est d'autant plus important, intéressant dans un contexte de management hybride. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de demander à vos collaborateurs et de les accompagner dans le développement de ces compétences d'autorégulation, la capacité à se fixer des limites et à les respecter, d'automotivation, la capacité à s'y mettre le matin sans motivation extérieure, d'auto-apprentissage, de faire évoluer les réflexes de j'ai une question, je la pose à mon manager, j'ai une question, je cherche d'abord la réponse par moi-même, et si je ne la trouve pas, je pose la question à mon manager. Parce qu'en distanciel, on sait que c'est moins facile. D'auto-soin aussi, notre capacité à maintenir un niveau d'énergie élevé, constant, tout au long de la journée de télétravail. Donc voilà 4 idées, alors il pourrait y en avoir d'autres, et on pourrait aller dans des outils plus concrets, mais voilà 4 idées en matière de développement de l'autonomie qui peuvent être intéressantes. Et dans la clé, j'avais indiqué favoriser une culture de l'auto-management et du participatif, parce que le corollaire de l'auto-management, c'est la co-construction, c'est le participatif. C'est le fait qu'au lieu de définir le fonctionnement de l'équipe, on va le co-définir. Au lieu de construire les bonnes pratiques pour traiter tel type de dossier, on va les co-construire et on va mobiliser, et donc autonomiser, on va mobiliser l'ensemble de l'équipe pour aller vers un même objectif. Deuxième clé du management hybride. Troisième clé essentielle, être dans une démarche d'amélioration continue. Ça peut paraître complètement évident dit comme ça, mais c'est prendre conscience qu'en matière de management hybride, on en est au tout début de la transformation. On a l'impression d'être des experts, des ceintures noires du management hybride. Pour autant, c'est assez récent en termes d'historique dans les organisations, dans les entreprises. Et donc, être dans une posture, dans une démarche d'amélioration continue, c'est se poser régulièrement la question de qu'est-ce qui fonctionne bien,
Qu'est-ce qui doit être amélioré? Dans mon organisation, dans mon équipe, qu'est-ce qu'on a envie de pérenniser? Qu'est-ce qu'on a envie d'accentuer? Qu'est-ce qu'on a envie d'arrêter? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? C'est ça, les questions à se poser régulièrement. Parce qu'en matière de management hybride, on apprend en marchant. On apprend progressivement en fonction des cultures d'organismes, en fonction des modèles de management, en fonction des équipes, des métiers, évidemment. Mais on apprend progressivement en marchant à manager en hybride. Et donc, pour moi, la troisième clé essentielle en matière de management hybride, c'est prendre le temps régulièrement, alors pas toutes les semaines non plus, évidemment, on n'a pas que ça à faire, mais c'est prendre le temps régulièrement de relire, de faire un retour d'expérience sur les pratiques et de voir comment est-ce qu'elles peuvent être améliorées en associant l'ensemble de l'équipe. Troisième clé du management hybride. Deuxième partie, on passe à 3 clés dans l'accompagnement des collectifs de travail. Première des clés essentielles, investir dans la cohésion de l'équipe. C'est un des enjeux clés actuellement, moi, que je vois de plus en plus dans les formations, dans les accompagnements que je peux faire. C'est un des enjeux absolument cruciaux. Le fait de faire collectif, le fait qu'on ne soit pas, qu'on n'arrive pas dans des collectifs de travail qui soient composés uniquement de mercenaires finalement, où on n'est pas si lié que ça à ses collègues, pas si lié que ça à son entreprise. Alors on sait que dans une organisation, ce qui apporte de la valeur, c'est aussi l'entraide, c'est aussi la solidarité, c'est aussi l'innovation, et tout ça, on en a besoin. Donc, investir dans la cohésion de l'équipe, c'est pas uniquement faire des team building et prendre des verres après le travail. C'est aussi passer du temps en collectif. Je vous mets 4 piliers essentiels, et vous aurez bien évidemment le support de cette présentation et le replay, mais je vous mets 4 piliers essentiels du sentiment d'appartenance et de la cohésion d'équipe. Donc, travailler sur le concept même d'équipe. Et en dessous de chaque pilier, vous voyez quelques propositions. Alors, c'est soit des outils, soit des ateliers. Les valeurs de l'équipe, le sens du terme équipe, c'est des réflexions qu'on peut avoir dans une réunion d'équipe. Posez la question à vos agents, pour vous, quelles sont les valeurs au sein de notre équipe? Il y a les valeurs de l'organisme, mais au sein de notre équipe, quelles sont les valeurs et quels sont les comportements associés à ces valeurs? Deuxième pilier, la place dans l'équipe. Qui fait quoi? Dans quelle chaîne de valeur on s'inscrit au sein de notre équipe? Qui veut remercier qui pour tel ou tel résultat? Ça crée, ça renforce la cohésion. Le quotidien partagé, là on n'est plus sur les activités effectivement conviviales, donc des déjeuners, des cafés, des goûters d'anniversaire, pourquoi pas? Et enfin, quatrième pilier, la connaissance mutuelle. Se connaître les uns les autres, savoir comment est-ce qu'on fonctionne, ça aussi, ça va venir renforcer la cohésion. Donc, quatrième clé, à mon sens absolument essentielle, investir dans la cohésion de l'équipe. Et je rajouterai un point, investir dans la cohésion de l'équipe, souvent, les managers me disent « Non mais nous, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'organiser l'informel, d'organiser le convivial. » J'ai eu un manager une fois qui m'a dit « Non mais moi, je ne suis pas là pour être ambianceur de mon équipe. » Je ne sais pas si vous partagez ou pas. Je ne suis pas là pour être ambianceur de mon équipe. Et effectivement, le rôle du manager n'est pas d'être ambianceur de l'équipe. Le rôle du manager, c'est sur ce sujet-là, c'est de mettre en place les conditions pour que la cohésion puisse être là. Mais ça veut dire aussi s'appuyer sur les membres de l'équipe, sur les agents. Ça veut dire aussi les responsabiliser. Ça veut dire aussi leur dire, bah tiens, là, vous trouvez qu'on n'a pas assez de moments conviviaux, bah, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Se responsabiliser collectivement. La cohésion, l'informel, le convivial, ce n'est pas uniquement la responsabilité du manager, c'est une responsabilité collective, d'autant plus en hybride, où on sait que ce qui n'est pas organisé arrive beaucoup moins. Ce qui se faisait de manière naturelle en présentiel se fait moins en hybride. Cinquième clé du management hybride, et je l'ai mis au centre et c'est volontaire, co-construire un cadre de fonctionnement de l'équipe. Co-construire un cadre de fonctionnement de l'équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire formaliser les règles de fonctionnement au sein de vos équipes, au sein de vos collectifs de travail. Se poser la question de comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui? Comment est-ce qu'on souhaite fonctionner demain? Et je vous ai mis quelques propositions thématiques là que vous voyez s'afficher à l'écran sur les valeurs de l'équipe, sur la coopération, sur les rituels présentiels, distanciels, sur comment est-ce qu'on se synchronise, comment est-ce qu'on communique, quels sont les canaux de communication et les usages de chacun de ces canaux de communication. Moi, ce que je conseille aux managers, c'est de prendre le temps un peu de poser le pied sur le ballon, si vous me permettez un peu cette analogie sportive, poser le pied sur le ballon, de voir comment est-ce que vous fonctionnez aujourd'hui, de l'écrire,
et ensuite de voir s'il y a des axes d'amélioration, sans pour autant renverser la table. Ce n'est pas l'objectif, mais l'objectif, c'est plutôt de se mettre d'accord collectivement sur des règles de fonctionnement en hybride, de les co-construire, ces règles. Voilà une idée intéressante, et vous aurez dans le support quelques exemples de questions, par exemple là, sur la thématique des valeurs, quelles sont les valeurs de notre équipe, comment le respect de ces valeurs nous permettra-t-il de réussir concrètement, quels comportements permettront d'incarner ces valeurs au quotidien, etc., etc. Donc, 5e clé de l'hybride, essentielle, co-construire un cadre de fonctionnement pour déminer les mauvais comportements, pour pouvoir pour éviter les réactions en chaîne où on va prêter aux autres des comportements déviants et du coup nous on va se dire si un tel il a tendance à partir à terminer plus tôt quand il est en télétravail, je vois pourquoi est-ce que moi je ne terminerai pas plus tôt, et comme ça on rentre dans des réactions en chaîne qui ne s'arrêtent jamais. Donc de clarifier le cadre de fonctionnement, de le co-construire, ça permet d'éviter en général ce type de réaction. 6e clé, qui sera abordée, approfondie évidemment dans le programme de formation de l'EN3S, questionner les pratiques de réunion et développer la synchrone. Globalement, ce qu'on a comme retour, en particulier depuis 3 ans, sur les réunions en hybride, c'est qu'elles sont trop nombreuses, trop longues bien souvent, qu'elles sont trop formelles, pas assez participatives, qui parmi vous n'a jamais animé une réunion, n'a posé une question et un grand silence a accueilli cette question. Et ça arrive beaucoup plus quand on est tous derrière notre écran que quand on est tous autour d'une table, on le sait. 3e reproche, qu'elle ne se renouvelle pas assez, qu'elle ne s'améliore pas assez. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Il n'y a pas de solution miracle non plus, il y a des bonnes pratiques à expérimenter. Je vous en ai mis quelques-unes là sur cette slide. Limiter le nombre de personnes au strict nécessaire. En présentiel, interdire les ordinateurs. Essayer autant que possible d'avoir des réunions soit tous en présentiel, soit tous en distanciel. Limiter la durée. Une réunion de 30 minutes, 45 minutes, c'est très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce webinaire, c'est 45 minutes, parce qu'on sait qu'au-delà de 45 minutes, il peut-être y en avoir certains ou certaines qui vont décrocher. Donner à chacun l'occasion de s'exprimer, même brièvement. Donner la parole plus spontanément aux personnes qui sont à distance. Réduire le nombre de réunions d'information. Voilà quelques exemples de bonnes pratiques, mais elles sont assez génériques. Ensuite, à vous de vous les approprier, à vous de vous dire dans votre équipe, dans votre organisme, quelles sont les bonnes pratiques qu'on souhaite mettre en place. Et d'avoir un peu cette hygiène des réunions. Cette hygiène, c'est-à-dire avoir collectivement des bonnes pratiques pour que les réunions ne viennent pas envahir totalement nos agendas et pour qu'elles ne soient pas un long jour sans fin, finalement. Ça, c'est le premier élément sur les réunions, donc définir des bonnes pratiques. Le deuxième élément clé pour moi, c'est de changer de culture vis-à-vis des réunions. Deux idées. La première, c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'équilibre entre synchrone et asynchrone. Parce que souvent, le verbatim qu'on peut avoir, c'est des personnes qui nous disent on a absolument, pour prendre telle décision, on a absolument besoin de faire une réunion. Pour partager telle information, on a absolument besoin de faire une réunion. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Premier point. Deuxième verbatim qu'on peut avoir en matière de réunion, c'est des personnes qui nous disent j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller à cette réunion. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces deux verbatims? Le premier, nous n'avons pas besoin de cette réunion pour avancer, c'est de re-questionner l'équilibre entre collaboration synchrone et collaboration asynchrone. Travailler en asynchrone, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, c'est travailler sur un même sujet, mais à des moments, dans des temporalités différentes. C'est pour prendre le fait que pour prendre une décision, on n'a pas forcément besoin de tous se réunir autour de la table. Pour partager de la veille législative, on n'a pas besoin forcément de tous se réunir autour de la table et de bloquer 1 heure dans l'agenda de 15 personnes. Potentiellement, on peut envoyer la veille et avoir juste 15 minutes de questions-réponses avec les 15 personnes. Première idée clé, de re-questionner cet équilibre entre synchrone et asynchrone. Et faites l'exercice. Prenez votre agenda de la semaine dernière et posez-vous la question. Est-ce que toutes ces réunions étaient vraiment indispensables? Est-ce que, en ayant ce prisme-là, synchrone-asynchrone, est-ce qu'il n'y en a pas certaines qui auraient été plus efficaces en asynchrone? Deuxième verbatim, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'aller aux réunions, mais c'est d'avoir un peu un arbre de décision.
Quelques questions clés. L'organisation de cette réunion va-t-elle créer de la valeur? Oui, non. Est-ce que ma participation à cette réunion va créer de la valeur? Oui, non. Est-ce que la participation à cette réunion est prioritaire pour moi? Oui, non. D'avoir, il faut en avoir d'autres, mais d'avoir comme ça quelques questions clés à se poser, ça permet de reprendre la main sur nos agendas. Voilà la 6e clé de l'hybride qui est approfondie pendant ce parcours de formation autour des réunions et autour de la collaboration asynchrone. Et enfin, dernière partie, les 3 clés au niveau individuel. La première des clés, c'est de prendre soin de l'humain à distance et évidemment de travailler sur les risques psychosociaux. Sujet crucial et toute une partie est consacrée à ce sujet dans le parcours de formation. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur le fait de prendre soin de l'humain à distance et de prévenir les risques psychosociaux? Quelques idées clés. Renforcer les liens chauds à distance. Se dire que, et c'est ce que je disais au début, les liens chauds, c'est quoi? C'est les liens plutôt personnels, plutôt qui ne sont pas que professionnels. Se dire que on peut avoir des échanges plutôt informels, plutôt personnels, individuels, même quand on est à distance. C'est pas problématique de commencer une réunion d'équipe hybride en ayant 10 minutes pour parler de la pluie et du beau temps. C'est même plutôt positif. Premier point. Deuxième point, en matière de prévention des risques psychosociaux, garantir l'égalité d'importance. On vous a mis ce mot barbare entre parenthèses, le reconnaissance au maître. Qu'est-ce que c'est? Très simplement, c'est un outil où, en ligne, on met l'ensemble de ses agents et en colonne, on met quelques indicateurs de reconnaissance. Et on va venir tout au long de la semaine un peu cocher, se dire, tiens, est-ce que j'ai pris des nouvelles de Paul aujourd'hui? Tiens, est-ce que cette semaine, j'ai sollicité Naïma sur tel type de sujet? Tiens, est-ce que j'ai remercié? Et comme ça, avoir un peu des indicateurs de reconnaissance au sein de mon équipe pour s'assurer que on accorde bien un niveau de reconnaissance, alors pas strictement équivalent, mais à peu près similaire à l'ensemble des membres de mon équipe. Parce qu'on le sait, en hybride, c'est assez facile, même si on est un excellent manager, c'est assez facile d'oublier un tel ou une telle. On le voit moins, on la voit moins, on peut avoir tendance à prendre moins de ces nouvelles. Troisième idée, de codifier, de réguler les comportements pour prévenir les risques psychosociaux. Et on revient sur l'idée de la charte d'équipe hybride. Donc d'avoir des règles de fonctionnement permet de prévenir les risques psychosociaux, de partager, de co-construire quels sont les comportements attendus en télétravail. Quatrième point, d'ouvrir des espaces de dialogue en bilatéral, d'ouvrir des espaces de dialogue en réunion d'équipe, d'ouvrir des espaces de dialogue peut-être en envoyant un petit sondage une fois toutes les 3 semaines. Je l'ai vu dans certaines URSAF, par exemple. Ouvrir des espaces de dialogue pour permettre à chacun de s'exprimer et ne pas forcément attendre qu'on revienne sur site. Donc d'avoir différents canaux d'échange pour permettre à chacun de s'exprimer en fonction de ses besoins. 5e point, intensifier, recentrer, s'investir dans les temps en présentiel. La distance souligne en creux le coût de la présence. On a tous pris conscience avec le virtuel que ça a un coût d'être en présentiel. Et donc, il faut que ça apporte une valeur. Quand je parle de coût, je parle le coût de transport, par exemple, le coût d'interruption, de concentration. Voilà des coûts. Et donc, pour que le présentiel ait du sens, pour que l'hybride ait du sens, il faut investir dans les temps en présentiel. Ça ne veut pas dire investir de l'argent, mais ça veut dire se dire que quand on est en présentiel, on essaye de faire les réunions tous dans la même salle. Quand on est en présentiel ou quand on est une réunion d'équipe, on essaye de tous être en présentiel, d'avoir des journées de présence commune, par exemple. Dernier point, en matière de prendre soin de l'humain à distance, de prévenir les risques psychosociaux, c'est de savoir détecter les signaux faibles à distance. Se dire que quand on est sur site, c'est facile de voir quelqu'un qui a des cernes jusque-là, quelqu'un qui a mal à la tête ou quelqu'un qui ne sourit plus ou ne participe plus au déjeuner à midi. À distance, il y a aussi des signaux faibles. Des personnes qui n'utilisent plus d'émojis, de la ponctuation qui s'appauvrit, du vocabulaire qui s'appauvrit, une personne qui va avoir tendance à arriver systématiquement en retard aux réunions alors que ce n'était pas le cas avant. Voilà des signaux qui peuvent alerter à distance et qui seront évidemment approfondis pendant le parcours de formation. 8e clé, gérer son temps et ses priorités en hybride. Je vais aller rapidement sur cette partie-là, mais l'idée, c'est
d'outiller les managers, d'outiller aussi les agents pour savoir mieux gérer son temps, ses priorités, son droit à la déconnexion en hybride. Et donc, on partage dans le parcours de formation des idées autour de la productivité individuelle pour se dire quels sont finalement, qu'est-ce qui nous vole notre temps, qu'est-ce qui nous empêche d'être concentrés, qu'est-ce qui perturbe notre quotidien et qui nous empêche d'accroître notre productivité individuelle. Première idée. Deuxième idée, autour de la priorisation. Je vous ai parlé de l'autonomie, je vous ai parlé de la confiance. Il y a évidemment un enjeu crucial autour de la délégation. En tant que manager, savoir quels sont les outils à ma disposition pour savoir quand est-ce que je peux déléguer. Qu'est-ce que je peux déléguer? À qui je peux déléguer? Qu'est-ce qui est prioritaire ou qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est urgent ou qui ne l'est pas? Voilà, des questions intéressantes à se poser et qui seront approfondies. Mais en tout cas, deuxième clé, plus individuelle, déléguer, déléguer et déléguer. Et troisième clé, préserver son droit à la déconnexion. Le sujet de la porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle est un sujet crucial en hybride. Et donc, il y a un enjeu clé à aller creuser pour les managers. Et enfin, dernière clé, là aussi pour les managers, c'est d'écouter les managers, de favoriser les échanges entre pairs. C'est un retour que j'ai souvent de la part des managers que je peux accompagner, qui est qu'en hybride, parfois, ils se sentent plus seuls. Ils ont moins ce soutien du collectif, de la communauté managériale. Et donc, moi, mon conseil, et c'est ma dernière clé du management hybride, c'est de se reposer sur le collectif managérial, de partager les scènes de management que vous rencontrez, d'échanger régulièrement entre managers pour savoir comment y réagir, pour s'enrichir les uns les autres. C'est, à mon sens, une des clés qui est encore sous-exploitée aujourd'hui dans beaucoup d'organisations, au sein de la Sécu, mais au sein de beaucoup d'entreprises aussi. Et je pense que c'est une des clés les plus puissantes de se reposer sur la communauté managériale dans cette nouveauté, finalement, nouveauté toute relative, mais nouveauté quand même, qu'est le management hybride. Voilà les 7 clés que je voulais vous partager. Et dans les 2 minutes qui nous restent avant de passer aux questions-réponses, je vais vous présenter rapidement ce parcours de formation proposé par le N3S. Donc, vous voyez s'afficher à l'écran les objectifs, piloter, objectif qu'a rappelé Florence en introduction, piloter une équipe dans un contexte hybride, favoriser la collaboration et l'intelligence collective, motiver, fédérer dans un contexte hybride, prévenir les risques spécifiques aux organisations hybrides et en particulier les risques psychosociaux et savoir gérer les nouvelles situations de management. En termes de modalités, vous les voyez s'afficher à l'écran, donc c'est une durée de 3 jours qui peut être soit en totalité, soit en partie, si certains sujets vous intéressent plus que d'autres ou concernent plus votre organisme que d'autres. Il y a la possibilité d'avoir toute ou partie de ce programme, soit en présentiel, soit en distanciel, pour un public d'agents de direction ou de cadres au sein des organismes. Et vous voyez s'afficher à l'écran les différents modules de ce parcours de formation, donc piloter une équipe hybride, la collaboration et l'intelligence collective, les pratiques de réunion, les risques psychosociaux, la cohésion de l'équipe et la gestion du temps et des priorités. Et peut-être si je devais retenir un plus, une valeur ajoutée de ce parcours de formation, c'est qu'il est résolument outillant. Tout au long de ce parcours, et je vous en ai cité certaines d'entre elles, tout au long de ce parcours, beaucoup de bonnes pratiques, beaucoup d'outils sont partagés. Là, vous en voyez en dessous de chaque module, vous en voyez quelques exemples, mais l'idée, c'est vraiment d'outiller les managers dans leur management hybride, dans finalement ce révélateur que peut être le management hybride. En conclusion, un dernier petit mot que j'avais prévu en conclusion avant de passer aux questions-réponses. Donc, vous l'avez vu, j'ai essayé là en 30 minutes de vous partager quelques-unes des clés du management hybride. Évidemment, j'ai été rapidement, et on pourra approfondir dans les questions-réponses avec plaisir, mais j'ai été rapidement sur certaines d'entre elles. Mon point clé, c'est de prendre conscience que le management hybride n'est pas une révolution du management. C'est pas le management 2.0, il ne faut pas renverser la table et se dire que tout ce qu'on faisait avant, ça n'a plus de sens. Pour moi, un bon manager en présentiel sera un bon manager en hybride. Il y aura des choses à adapter et des curseurs à déplacer, évidemment. Mais en soi, de ma conviction,
l'hybride est un révélateur, plutôt un catalyseur du management. Ce sera ça mon mot de conclusion, le fait qu'il n'y a pas de révolution du management, il y a des points sur lesquels elle est accentuée, il y a des curseurs à aller adapter, il y a des rituels à imaginer, bien évidemment, et il y a des opportunités dont on peut profiter. Ce management hybride apporte de nombreuses opportunités pour les collectifs de travail et ce serait dommage de pas s'en saisir. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous propose qu'on passe maintenant à une séquence de questions-réponses. Et je vais aller pouvoir voir un peu les questions qui ont été posées. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Oui, le support vous sera envoyé. Je crois que le replay aussi, Florence, vous me dites si je dis une bêtise, mais je crois que le replay vous sera envoyé aussi. C'est une possibilité, effectivement. C'est une possibilité. OK, donc c'est pas peut-être. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Alors, mon avis sur les managers en télétravail en jour fixe, parfois jusqu'à 3 fois par semaine. Ne faudrait-il pas prévoir que le manager puisse s'organiser comme il le souhaite en fonction de son équipe pour favoriser le lien? C'est une bonne question. C'est une bonne question et j'aurais pas de réponse universelle. J'aurais pas de. En fait, tout dépend. Ça dépend de plusieurs choses pour moi. Ça dépend de l'activité de l'équipe. Il y a des activités d'équipe et d'organismes qui s'y prêtent au jour fixe et d'autres où effectivement la flexibilité est davantage nécessaire. Ça dépend pour moi aussi de la seniorité de l'équipe. On n'encadre pas, on n'a pas besoin de la même flexibilité avec une équipe de débutants ou une équipe de personnes plus expérimentées. Donc pour moi, pas de réponse unique, sur le sujet. Les deux modèles peuvent tout à fait fonctionner avec des jours fixes, parfois jusqu'à 3 fois par semaine, ou avec plutôt une enveloppe de jours à répartir. J'ai vu les deux, très honnêtement, dans tous les organismes que j'ai pu accompagner. Il n'y a pas de recette unique, c'est à jauger en fonction du contexte. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions, peut-être, si ce n'est pas des questions? Alors, pour faciliter tout ce que vous présentez encore, faudrait-il que les directions des organismes de sécurité sociale pensent à accorder des enveloppes budgétaires aux managers, ce qui inciterait la cohésion et le partage? C'est un bon point, et c'est un point qui revient souvent. Je vais pas faire de langue de bois. Évidemment, c'est un point qui revient souvent dans les collectifs que j'accompagne. Et j'ai pas la main pour le décider. Moi, ce que je dis aux managers en général que j'accompagne, c'est oui, il y a un certain nombre d'éléments qui sont à la main des directions, des agents de direction, évidemment. Et oui, il y a un certain nombre d'éléments qui demandent du budget, notamment sur le sujet de la cohésion, du partage, évidemment. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. Par contre, à mon sens, une immense partie des actions sont faisables à la main des managers, à la main des équipes et sans coût particulier. Il y a beaucoup de choses, alors sans pour autant tout mettre en place, mais il y a beaucoup de choses, à mon sens, qui sont faciles, rapides et sans coût à mettre en place. Là, dans ce que je vous ai cité, si demain vous vous dites, bah, tiens, une fois par mois, on déjeune ensemble à la cantine de l'organisme, il n'y a pas de coût particulier, c'est juste une question d'organisation. Ça favorise la cohésion. Si demain vous vous dites, oh bah tiens, on va organiser des cafés aléatoires au niveau de l'équipe, bah, il n'y a pas de coût particulier, c'est à la main de chacune des équipes. Donc oui, sans langue de bois, il y a des choses qui sont à la main des organismes, des directions, évidemment, mais à mon sens, il y a beaucoup de choses, une majorité sans doute, qui est à la main des managers, à la main des collectifs. Je pense très sincèrement. Alors, on a d'autres questions, des exemples d'outils de dialogue, par exemple? Alors, des exemples d'outils de dialogue. Donc, c'est sans doute quand j'ai parlé un peu d'ouvrir des espaces de dialogue. Des exemples d'outils de dialogue. Pour moi, l'outil roi du dialogue, ça reste les bilatérales. Le fait d'avoir régulièrement avec chacun de vos agents, et ça dépend des tailles évidemment des équipes, mais avec chacun des agents, d'avoir régulièrement des temps en bilatéral. Ça, c'est un outil. Un deuxième outil, c'est la réunion d'équipe. Prendre la réunion d'équipe pour
et se dire, je ne sais pas, la réunion d'équipe, elle dure 45 minutes toutes les 2 semaines, et on aura toujours 10 minutes à la fin de la réunion d'équipe où il n'y aura pas d'ordre du jour, ce sera uniquement des questions-réponses, des questions ouvertes. Voilà un deuxième outil. Troisième outil, ce que j'ai vu dans une URSSAF en particulier, où ils ont décidé, avec l'hybride, d'envoyer un questionnaire de 3 questions toutes les 3 semaines. Alors, ce n'est pas un gros chantier de mettre en place un questionnaire de 3 questions, mais un questionnaire de 3 questions. Et ils l'ont fait au niveau de l'organisme, ça peut se faire au niveau d'une équipe. Mais un questionnaire de 3 questions pour prendre un peu la température. Voilà un espace de dialogue, un outil de dialogue assez intéressant. Donc voilà 3 outils. Certains seront plus à l'aise avec le questionnaire, d'autres seront plus à l'aise avec le point bilatéral, d'autres plus à l'aise avec la réunion d'équipe. Mais voilà 3 outils assez simples qui peuvent être intéressants. J'ai vu une autre question. Nous entendons parler d'une baisse de production depuis quelques temps dans le cadre du télétravail. Est-ce vraiment une réalité? C'est une excellente question. On n'a pas encore de statistiques précises sur le sujet et quand on en a, elles sont au niveau mondial, donc c'est compliqué d'en tirer des conclusions définitives. Ce qu'on constate, c'est que au début du télétravail, il y a eu une hausse de la productivité. Il y a eu une hausse de la productivité parce que davantage de concentration, parce que une partie du temps de trajet a été reportée sur le temps de travail. Donc, il y a eu une hausse de la productivité. Ce qu'on constate, c'est que cette lune de miel, petit à petit, s'achève. Et donc, il peut y avoir un peu cette hausse qui s'érode. On ne revient pas au niveau non plus, il n'y a pas de baisse de la productivité, mais il peut y avoir une érosion un peu de cette hausse. Le point clé, à mon sens, pour profiter des bénéfices de l'hybride, c'est de se dire, pour les métiers pour lesquels c'est possible, bien évidemment, comment est-ce que je peux profiter des opportunités du télétravail quand je suis en télétravail? Comment est-ce que je peux profiter des opportunités du présentiel quand je suis en présentiel? Et de se dire que, selon les métiers, on ne fait pas forcément la même chose en présentiel ou en télétravail. C'est comme ça qu'on va arriver à trouver le bon équilibre, finalement, sur ce sujet du management hybride. On peut encore prendre peut-être 1 ou 2 questions. L'enjeu, par exemple, d'allumer sa caméra, comment participer sur des personnes qui sont absentes, qui ne communiquent pas, etc. Enfin, comment on arrive à mobiliser même à distance. Bien sûr. Effectivement, des gens qui se cachent un peu derrière leur fibre optique ou déjà qui… Oui, complètement. C'est un vrai sujet. C'est un sujet depuis 3 ans et même avant pour les organismes qui étaient en télétravail avant. Pour moi, la première clé de réponse, c'est d'essayer de comprendre déjà pourquoi un tel, une telle ne souhaite pas mettre sa caméra. Parce qu'aujourd'hui, avec les fonds d'écran, il n'y a plus de question de confidentialité ou de vie privée. Très honnêtement, les fonds d'écran fonctionnent très bien. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai derrière moi ou ce qu'il y a derrière Florence. Donc, aujourd'hui, on a quand même les moyens. Premier enjeu, essayer de comprendre. Deuxième enjeu, essayer d'expliquer. Expliquer que, en fait, la caméra permet de renforcer les liens, permet de maintenir la cohésion. Et souvent, moi, on me partage l'argument de oui, mais ça consomme plus de bandes passantes. Oui, mais c'est pas très écologique de mettre la caméra. Et moi, ce que je réponds en général, c'est que tout est question d'ordre de grandeur. En fait, c'est plus écologique de faire du télétravail et de mettre la caméra que de venir sur site en voiture. Et donc, il faut raison garder sur ces sujets-là. Deuxième enjeu, expliquer le rationnel. Troisième enjeu, de co-construire ensemble des règles, de se dire peut-être que la caméra, tout le temps, pendant toutes les réunions, c'est trop, on n'a pas forcément envie de se voir en permanence, ou on n'a pas forcément envie de voir la tête de tout le monde en permanence. Par contre, peut-être qu'on peut le mettre au début, à la fin de la réunion et quand on prend la parole. Peut-être. Peut-être qu'on peut tous mettre à minima une photo à la place des initiales, mettre une photo pour que ça soit plus vivant. Il y a quand même des palliatifs potentiels à l'absence totale de caméra. Pour moi, c'est les 3 niveaux de réaction: comprendre, expliquer et ensuite co-construire. Merci beaucoup, Florentin. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Ah, si, une petite dernière, c'est encore 1 minute de manière globale. Tout le temps que vous voulez, ouais. Sur la prévention du désengagement, qui je trouve reboucle bien sur toutes ces questions de caméra, pas caméra, etc. Juste cette dernière question-là. Donc, c'est celle dans un contexte post-crise où on peut percevoir quelques désengagements en retrait de la part des collaborateurs. Comment réarmer l'engagement de nos collaborateurs en management hybride? Auriez-vous quelques pistes? Oui. Oui. Il y a différents enjeux. Pour moi, il y a des enjeux, il y a des pistes au niveau individuel et des pistes au niveau collectif.
si je commence au niveau collectif, sur la question de l'engagement, à mon sens, une des choses qui peut manquer parfois, c'est le fait de donner du sens à l'activité professionnelle, donner du sens au travail. Alors, souvent, on me dit, oui, mais les organismes de sécu, le sens, c'est évident, mission de service public. Pas du tout. Honnêtement, oui, pour certains, c'est évident, mais pour beaucoup, c'est pas si évident. Quand on est je vais prendre une fonction complètement au hasard, mais quand on est à la DSI d'un organisme de sécurité sociale, peut-être que c'est pas si évident que ça, ce qu'on apporte. Et donc, un des rôles du manager pour réactiver l'engagement, c'est sans doute de réexpliquer le sens de l'activité, de réexpliquer dans quelle chaîne de valeur on s'articule. Premier élément au niveau collectif. Deuxième élément, plutôt au niveau individuel, à mon sens, un enjeu managérial aujourd'hui, c'est d'aller travailler sur ce qu'on appelle les motivateurs, de prendre conscience que au travail, on a tous des motivateurs différents. Ça peut être le sens, l'impact, l'apprentissage, la compétence, l'expertise, la rémunération, le cadre de travail, les collègues. Vous le verrez pour ceux et celles qui souhaitent participer à cette formation, on en a identifié 12 des motivateurs. Il y a un jeu de cartes des motivateurs. Et donc, en tant que manager, de prendre ce jeu de cartes, de poser la question à ses agents, à son agent qui paraît désengagé, pour toi, quels sont tes principaux motivateurs? Comment est-ce que tu t'évalues aujourd'hui sur ces principaux motivateurs et comment est-ce qu'on peut aller augmenter cette note? Donc, au niveau individuel, à mon sens, pour aller travailler sur l'engagement, il peut y avoir quelque chose à faire sur ces leviers de motivation qui peut être assez intéressant. Donc voilà, en très synthétique, là, en 2 minutes, parce que je vois qu'on déborde déjà, mais en très synthétique, 2 leviers au niveau collectif et au niveau individuel. Avec le niveau collectif, le sens global, au niveau individuel, les leviers de motivation. Je pense que c'est deux choses à aller travailler sans doute. Oui, effectivement. Alors après, on pourrait poursuivre beaucoup plus amplement ces questions. On voit que les questions commencent à émerger et on serait ravis de poursuivre ces échanges ultérieurement. Pour le moment, étant donné que vous êtes tous souvent pris par la charge de travail, on vous propose de clore ce webinaire. On vous remercie tous pour votre participation et vos questionnements. On vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin, parce qu'une des clés que Florentin défend beaucoup et qu'il a peut-être pas eu l'occasion de défendre ici, mais il l'a dit au démarrage, c'est vraiment la dimension de l'organisation apprenante. Le fait de vous former en tant que manager, c'est aussi prendre du temps pour vous, prendre Bien du sûr. temps pour vos équipes. Et c'est aussi l'occasion de prendre des espaces de discussion, d'échange, de partage, de défiloter aussi vos organisations pour voir ce qui se passe dans un service, comment ça fonctionne. Déjà aussi d'apprendre entre vous et quel meilleur espace qu'un temps de formation pour justement se poser sur ces questions pour dessiner d'autres perspectives de réflexion. Alors, bien évidemment, à l'EN3S, nous, on vous propose une réflexion sur ces sujets-là, articulée en 3 jours, on l'a vu, 3 blocs, 6 compétences, pour pouvoir s'adapter à vos réalités. Si vous souhaitez effectivement aller plus loin, vous pouvez prendre le pack complet ou au contraire, vous créer des parcours qui soient adaptés en fonction des enjeux, des questions que vous avez pour avoir des dispositifs qui collent au plus près de vos évolutions. Florentin l'a très bien dit, aujourd'hui l'hybride, peut-être qu'on a tous cru qu'on y était, etc. Mais on sait très bien que des cultures d'entreprise, elles prennent vraiment un temps long, un temps très très long. Je pense qu'on peut parler en dizaines d'années avant que les process se structurent et soient pleinement efficients. Donc, plus que jamais, je crois qu'aujourd'hui, se former, c'est se mettre dans une position basse et accepter de se dire, OK, on a encore des choses à apprendre tous ensemble. Nous, on continue à être là, à vous accompagner via nos webinaires. Donc, vous retrouverez très prochainement via notre newsletter et puis dans le petit mail qu'on va vous envoyer juste après nos propositions d'autres webinaires qui seront, je crois, plus portés sur la protection sociale, qui est aussi une compétence clé d'un manager au sein d'un organisme de protection sociale. Et puis, alors Amélie, je ne sais pas si tu as les dates en tête, car je crois qu'on a des propositions, mais si jamais en tout cas, nous n'avons pas d'autres webinaires organisés d'ici juillet, eh bien écoutez, on vous souhaite à tous et tous un très bel été sous les meilleurs auspices. Merci beaucoup Florentin en tout cas pour ta Merci beaucoup, présentation Florence, pour toujours aussi l'organisation et l'invitation. dynamique. Merci. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.